Il existe une discipline reine en 3D et c'est celle des portraits photoréalistes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 artistes qui sont pour moi la crème de la crème, et vous allez voir, ils font des personnages aussi bien connus qu'inconnus, vivants comme morts, et à chaque fois le résultat, il est carrément bluffant. Et vous verrez qu'en plus, j'ai quelques anecdotes avec eux. Mais avant de découvrir ces artistes, vous devez certainement penser, mais à quoi ça sert de refaire des gens en 3D si on peut les prendre en photo? Et ben, pour moi, il y a 5 raisons. La première, ce serait moins marrant, donc on aime bien la complexité en 3D. La deuxième, c'est parce que c'est un excellent moyen de travailler ses connaissances anatomiques et techniques. 3, va faire venir une star chez toi pour la prendre en photo, je demande à voir. 4, surtout si elle est morte. Et 5, parce qu'il y a un champ de possibilités infini qui s'ouvre à vous. On verra d'ailleurs dans la suite de la vidéo un artiste en particulier qui réalise des portraits de compositeurs de musique classique célèbres, et vous allez voir, c'est incroyable. Je vous ai dit discipline reine, mais je vous ai pas expliqué pourquoi. Comme vous pouvez vous en douter, réaliser un portrait photoréaliste, c'est grave du taf. Donc déjà, il y a vraiment tous les logiciels à connaître et à assembler les uns avec les autres. Donc c'est vraiment des connaissances sur Maya, sur ZBrush, Substance Painter, Photoshop, donc vous avez tout un éventail de logiciels qui dépendent de chaque artiste. Ensuite, vous avez aussi les connaissances techniques à l'intérieur, donc par exemple, je vais vous parler de dépliage UV, de map, de peinture, de topologie, donc vraiment toutes ces choses qui sont vraiment cruciales à connaître et à maîtriser. Et vous avez en plus de ça, vous rajoutez une couche d'anatomie, parce que si vous n'avez pas de connaissances anatomiques, vous allez faire un résultat vraiment caca. Et j'ajouterai même de solides connaissances en art, donc vraiment un levier au-dessus. Comme vous allez voir sur le premier artiste qu'on va voir, il s'inspire du Caravage pour faire ses éclairages et ses rendus. Mais c'est pas tout. Une fois que l'image est terminée, ça s'arrête pas là. C'est qu'en fait cette image, elle va passer devant un jury. Mais vraiment le jury le plus exigeant qui soit. Non, c'est pas eux. Et c'est vos yeux. Et ça tombe bien, on va en parler avec le premier artiste, allez générique. Juste avant de démarrer, deux choses. La première, si vous êtes intéressé par la création de portraits et la 3D, je vous conseille chaudement le logiciel ZBrush. Moi je forme à ce logiciel gratuitement. Vous avez une formation que je propose, donc c'est dans le lien dans la description pour vous apprendre les fondamentaux du logiciel. Et la deuxième, si vous êtes intéressé par les travaux des artistes que je vais vous présenter, je vous mets également dans la description leur site internet, éventuellement, et leur ArtStation à chaque fois. Allez, on démarre avec le premier, Jan Spriggs. Le mec il est ultra chaud, il a déjà son propre portrait 3D. Alors Jan Spriggs, c'est l'un des plus célèbres représentants du likeness dans le monde. Donc quand je dis likeness, en fait, c'est le terme anglais pour dire portrait 3D. Donc vous avez d'autres termes, par exemple digital double, donc un double digital. Voilà, je vais utiliser le terme likeness, mais vous saurez que je fais référence au portrait 3D. Alors Jan, il est caractère artiste à Vancouver, au Canada, et à côté de ça, il a démarré en 2006 dans le métier, et il a commencé ses premiers portraits en 2014, donc ça a été lui-même son premier sujet d'étude. Donc on voit bien sur son premier portrait que depuis il a fait du chemin, mais bon, pour être honnête, le premier portrait est pas trop dégueulasse non plus. Regardez maintenant quelques images de son portfolio, et ensuite je vais vous raconter ma rencontre avec lui, et il m'a dit des choses vraiment hyper profondes, donc je voulais vous les partager. Vachement intéressant en fait d'aller directement sur son site, parce qu'on a vraiment une vue d'ensemble de tout ce qu'il fait. Donc vous voyez, voilà, on a des proches, des enfants, quelque chose d'assez naturel à chaque fois, donc on voit bien qu'il y a une variété en fait d'éclairage, donc il tente vraiment pas mal de choses différentes. C'est intéressant, là on a quand même quelque chose d'assez bleuté. Là on voit aussi qu'il est très costaud niveau anatomie. Et donc notre ami Jan Spriggs, il est là, donc on va aller directement le voir. Et en fait il s'est fait 2 portraits, donc en fait il a son premier portrait, il date de 2014. Donc on peut voir que déjà ici, voilà, on a déjà en fait à chaque fois l'étape 3D. Donc quand même très costaud, donc on a une petite vidéo donc pour aller voir ça. Et du coup, il s'est refait en 2020 un portrait, donc 6 ans après. Donc là vraiment on voit qu'il y a eu un sacré effort, même en termes de mise en scène. Là c'était assez standard, on va dire, même si c'est quand même super propre. Et un petit côté plus jeu vidéo et moins réaliste quand même malgré tout. Et là on a vraiment l'impression d'avoir une photo de photographe c'est super bien fait. Et ce qui est bien en fait, c'est à chaque fois il garnit chacun de ses projets vraiment très loin, que ce soit dans les cils, on voit vraiment le détail, il va vraiment très 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 loin avec des petites vidéos, tout ça. On a aussi le dernier projet en date, donc ça doit être un ami j'imagine, Nathan, oui, que je dis en anglais. Et donc voilà, je trouve que là il y a vraiment une influence du Caravage, c'est exactement son parless, donc c'est vraiment une lumière forte sur un côté, on n'a pas de backlight, donc pas de lumière derrière, et on voit vraiment cette ombre en fait qui va vraiment créer ce petit triangle là, et vraiment on a quelque chose de très fort, et
C'est aussi c'est assez joli, hein, c'est très joli. Là, donc on a senti en fait qu'il s'était inspiré de son propre autoportrait pour vraiment essayer de faire une lumière plus néon de ce côté-là. C'est intéressant. C'est marrant parce que c'est la même illustration, mais là on a l'impression que c'est un peu moins réaliste pour le coup. Je trouve que ça marche bien avec les lumières bleues. Scott Eaton, donc si vous connaissez pas, c'est un formateur en anatomie, c'est un grand artiste aussi, et il utilise pas mal l'intelligence artificielle aussi pour ses productions. Et donc du coup, il avait bossé avec lui, donc là on va vraiment travailler sur les veines, c'est assez impressionnant. Et il l'a vraiment fait un peu à l'Hamlet avec le crâne, donc, parce que justement il est anatomiste, donc c'est son métier de vraiment connaître par cœur la structure humaine dans ses moindres détails. Et là on voit que lui aussi, il a bien bossé quand même, on voit vraiment que il nous montre un peu l'envers du décor, ça va jusqu'aux veines et tout ça, donc c'est quand même un sacré taf. Et du coup, là, pareil, il nous a gratifié je trouve que vraiment le rendu est top. Et là, on a vraiment quelque chose d'ultra naturel. Et en plus, ce côté un petit peu avec du vert, c'est parce que son frère de mémoire, il utilise le vert en œuvre, parce qu'il est artiste. Et du coup, voilà, il a voulu jouer un petit peu avec le matériau. Donc en plus, non seulement il fait un portrait, mais ensuite il essaie de ramener un petit truc sympa, comme avec Scott Eaton. Alors, comme vous avez pu le voir, il aime bien travailler avec ses proches, que ce soit avec sa mère, ses frères et sœurs, ou alors ses amis proches, ses mentors, comme Scott Eaton. Et travailler avec ses proches, ça a un intérêt pour lui, parce que déjà, ça lui permet de les prendre en photo. Donc vraiment, il dispose de ces personnes à volonté, donc il va pouvoir les prendre en photo sous toutes les coutures, avec différentes lumières. Donc il m'expliquait que notamment, il travaillait plusieurs éclairages pour vraiment faire ressortir tous les détails sur le visage. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et ensuite, il va avoir le temps vraiment de les prendre en photo longuement et de pouvoir refaire vraiment une copie super parfaite. Et sur ArtStation, on retrouve l'illustration de Tony, qui est vraiment l'une de mes illustrations favorites qu'il a fait. Et il dit de cette œuvre d'ailleurs, Tony est un ami de longue date, nous sommes amis depuis bientôt 20 ans, et croyez-le ou non, et c'est un professeur de maths au lycée, il aime donner cette impression d'être un punk, un gars dur, mais en réalité, il est très amical et toujours prêt à aider les autres. C'est ce que je voulais faire ressortir dans cette image. Est-ce que vous voyez le degré d'exigence du gars ou pas, quoi? À sa place, déjà, tu te lances dans recréer un pote en 3D, donc déjà, grosse prise de risque quand même, faut pas vraiment faire un truc complètement à l'écart. En plus, le gars, non seulement il refait son pote, mais en plus, il se dit, il faut que je fasse transparaître l'humanité et la dualité, en fait, entre le côté bad boy et le côté... Mais en fait, c'est un gars cool, quoi. Comme je vous le disais avant, j'ai eu la chance dans Feu, un blog que je tenais, qui s'intéressait en fait aux artistes digitaux que j'aimais bien. Je suis parti interviewer des gens comme ça, et il y en a plein qui répondent, donc ça c'est cool. Et je lui ai posé des questions sur son art, et puis plus globalement, en fait, ce qu'il recherchait, ce qu'il voulait retransmettre. Et je vois qu'il y a certaines de ces réponses qui m'ont fait vraiment réfléchir. D'abord, Yann, il a une technique hors norme, ça c'est clair. Recréer une personne est le challenge le plus dur auquel on peut se confronter dans l'art. Je n'imagine pas quelque chose de plus complexe. Mais au-delà de sa maestria, il y a vraiment la dimension philosophique qui m'a vachement plu chez lui. Et c'est ce qui définit pour moi un grand artiste, c'est sa mission. C'est vrai que certains vont se contenter de faire un travail de très grande qualité technique, et il y en a d'autres qui vont relier ça à une philosophie de vie, à une mission, à quelque chose de plus profond, et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire dans vos travaux. En marketing, on parle de connaître son why, donc de connaître sa motivation profonde. Pour Yann, sa mission de vie, c'est de découvrir ce qui nous rend humains. Par humain, c'est pas simplement sculpter parfaitement un visage, des yeux, une bouche, un beau rendu et basta, c'est de comprendre et retranscrire tout ce qui nous dépasse également, comme les micro-expressions à peine perceptibles que nos yeux et notre cerveau vont déchiffrer et qui vont nous faire dire il a l'air de penser ça. Yann m'a d'ailleurs confié, nous avons tous passé nos vies à analyser des visages, nous nous regardons en face pour communiquer, devant notre miroir le matin, et nous comprenons leur subtilité plus que quiconque. Nous pouvons même savoir si quelqu'un dissimule un sourire, ce qui prouve combien nous sommes devenus excellents à décrypter les expressions du visage. Cependant, nous ne savons toujours pas comment traduire cette compréhension sur un être digital. Tout ce que nous comprenons est de l'ordre de l'inconscient. Il y a un programme sur ordinateur au sein du MIT qui révèle les mouvements invisibles et les rend visibles. Il prend tous les pixels changeants et les amplifie 100 fois pour que les petites variations de couleurs que vous avez quand votre sang monte dans votre visage soient amplifiées. Cela permet de voir le flot du sang. Et je pense personnellement que nous le voyons inconsciemment quand on parle à quelqu'un. Du coup, comment fait-on pour recréer un double digital sans voir consciemment ces phénomènes ? Eh bien, on fait des choix du mieux que l'on peut et on espère avoir suffisamment de variables pour créer un humain digital réaliste. J'ai choisi cette voie des portraits 3D parce que je veux savoir ce qui nous rend humains. D'ailleurs, pour moi, le meilleur exemple, c'est Mona Lisa de Léonard de Vinci. On a du mal à interpréter son expression faciale.
on se dit, on bug devant, on se dit mais qu'est-ce qu'elle pense? Et moi j'ai une théorie. Est-ce que ça serait pas un raté de l'artiste? C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à retranscrire correctement une expression du visage, et c'est pour ça qu'en fait on bug tous devant, parce qu'on n'arrive pas à décoder ce qu'elle veut dire. Bon, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Et si on termine par la peinture, sachez que Yann est une brute aussi dans ce domaine-là. Donc il m'avait confié par exemple, je tire beaucoup d'inspiration des grands maîtres comme le Caravage, Rembrandt, Vermeer, Goya et Van Dyck. La meilleure période dans les arts pour moi est la période baroque. Leur peinture nous parle toujours aujourd'hui car les gens dedans semblent toujours vivants. Le degré d'émotion et de vie qui en ressort est incroyable, cette sensation qui en émane est celle que je veux dans mon travail. Je ne suis pas sûr d'y arriver, mais son but ultime. Allez, on passe au deuxième artiste. Je vais maintenant vous parler du deuxième artiste qui est Sefki Ibrahim, et j'espère bien prononcer son nom. C'est un artiste 3D qui vit à Londres et qui travaille chez ILM. Franchement, je sais pas plus que ça sur sa vie, mais j'ai pris une grosse claque quand j'ai vu son travail sur Anataway. On a un détail de malade sur la peau, on a des cheveux mais incroyables, tout est réaliste jusqu'à la pointe des cils, c'est vraiment un fou furieux. Même l'éclairage, il est magnifique. Franchement, c'est pas mal aussi avec Adele. Bon, on voit que le gars, il a un bon niveau, il touche. Alors sur l'ArtStation de Sefki Ibrahim, donc du coup on voit il y a plusieurs portraits, donc on en a un peu moins, mais c'est quand même de la bonne qualité à chaque fois. Et on voit qu'il s'est intéressé notamment aux stars, donc que ce soit Jim Carrey, Anataway, on va voir ça tout de suite. Donc Anataway, il est vraiment oufissime, je trouve celui-là. Je n'ai pas besoin de me connecter. Et vraiment là, vous voyez, le visage il est quand même parfait, on voit vraiment toutes les étapes, pareil pour l'éclairage. Donc si Anataway elle a envie de savoir à quoi ressemblent les chauves, elle a qu'à aller se connecter. Et donc voilà, il nous montre vraiment tout. Et là, je trouve que le résultat final, il est canon, quoi. Vraiment, je trouve que l'ambiance est vraiment super intéressante, c'est hyper réaliste. Et je trouve que là, vraiment, on a un regard vraiment hyper expressif. C'est vraiment ça, je trouve, le plus compliqué à réussir à retransmettre. C'est on sent qu'il se passe quelque chose dans le regard, et c'est vraiment ça qui est vraiment hyper intéressant. Pareil pour Ed Harris, donc du coup, je vais vraiment me connecter à la prochaine, je pense qu'il a un peu de m'embêter. Et on voit aussi, voilà, je trouve peut-être un peu moins réussi. Là, notamment, on voit qu'il y a un petit souci là. Mais dans le résultat final, c'était. Voilà, là on a quelque chose de quand même assez correct. Un peu moins bien. Jim Carrey, là, on a l'impression que c'est une photo pas forcément un peu prise au vif. C'est peut-être pas la meilleure photo de Jim Carrey, mais justement, c'est ça que je trouve qui est hyper intéressant, c'est que ça paraît hyper vrai, quoi. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et là, moi aussi, j'ai une réflexion par rapport à Adele, parce que du coup, il a refait son visage également. Et ce que j'ai trouvé ouf aussi, c'est que comment il a géré aussi le maquillage, parce que forcément, en fait, quand vous avez des références, vous allez avoir des références souvent de stars qui sont mises en avant, mises en valeur avec du maquillage, ça va effacer les cernes, tout ça, donc c'est pas évident forcément d'avoir des stars, parce que on n'a pas réellement faut vraiment trouver peut-être des photos aussi en complément, prises dans la rue par des paparazzi, mais bon, c'est pas généralement des belles photos. Il faut arriver à trouver des photos où vraiment on a le grain de la peau et tout ça. Je pense chez les femmes de cet âge-là, c'est plus compliqué vraiment de trouver des photos où elles acceptent vraiment qu'on voit les défauts de son visage et qu'elles soient pas maquillées. Donc je trouve que là-dessus c'est quand même assez fort. Il a en plus réussi à retraduire ça en 3D, c'est vraiment pas mal. Peut-être un peu plus anecdotique chez Jackie Chan, voilà. On a quand même quelque chose d'assez correct aussi. En plus de ces images, Sefki, il fait quelques tutos sur internet et je vous conseille vraiment d'aller regarder, je vous ai mis le lien dans la description. Il y a un tuto sur XYZ où vraiment il détaille tout son process et c'est super intéressant à lire. On passe au troisième artiste qui est Hadi Karimi. Dans mon classement, c'est certainement l'artiste qui a été le plus diffusé. Ses œuvres ont fait le tour du monde et lui, il s'intéresse notamment particulièrement aux personnes décédées. Sur sa vie, j'ai également peu d'infos. J'ai pas l'impression que les lumières et les interviews, c'est vraiment son truc. J'en ai trouvé 2-3, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vit de sa passion et qui est vraiment à fond là-dedans. Et c'est marrant, il précise directement dans son portfolio ArtStation qu'il a pas du tout d'expérience dans le domaine des jeux vidéo. Pas grave mec, moi c'est pareil. Il s'est fait connaître en tapant très fort, donc il a recréé les visages de compositeurs de musique classique célèbres, comme Chopin, Beethoven, Mozart, Tchaïkovski. Et pour le grand public et les mélomanes, c'était un choc de pouvoir voir en 3D ces personnes mythiques. Bon alors là, grosse claque, déjà le site je le trouve vraiment hyper efficace, Hadi Karimi. Et on a vraiment des ambiances hyper travaillées, hyper photographiques. C'est vraiment génial je trouve, parce qu'il y a vraiment le côté hyper réel et en même temps hyper travaillé. Donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement esthétique.
et en même temps vachement bien pensé, et on a vraiment des variations. Donc là, on a des fonds cyclo blancs, après on a un petit peu de briques, on a tout le temps quelque chose d'assez classique, et après assez moderne, parce que vraiment là, il va aller plutôt sur une personne un petit peu de côté. Vraiment, le boulot est spectaculaire. Et là, j'ai bien aimé. Il a fait par exemple Freddie Mercury, donc des personnes un peu plus récentes, Kate Blanchett qui est toujours parmi nous, avec des gens vraiment voilà, de 1850, Robert Schumann, qu'on va voir ensemble. Dommage qu'il accepte pas le clic droit sur son site, c'est dommage, on peut pas vraiment. Donc j'ai dû ouvrir des onglets à côté. Audrey Hepburn, magnifique. Donc, vraiment, rien que ça, déjà, je trouve que c'est sublimissime. On est vraiment avec elle, là, on a vraiment l'impression qu'elle existe. Donc bravo à lui. Et s'il n'y avait pas le rendu 3D, je me serais vraiment fait avoir en me disant que c'est une photo d'époque qui a été recolorisée. Donc c'est fou. Marilyn Monroe, alors je sais pas exactement à quel point elle est ressemblante, parce qu'il y a plein de photos de Marilyn Monroe. Mais en tout cas, bon, elle correspond à ce que j'imaginais d'elle. Donc en tout cas, je trouve que c'est magnifique. Aussi bien la coupe de cheveux qui est quand même. C'est pouvoir faire un petit peu les cheveux en 3D, c'est une vraie galère. Et je trouve que vraiment là, il a été très loin. Et tout, le chemisier, tout ça, c'est génial. Ludwig van Beethoven, là, pareil, j'adore, parce qu'en plus, il a vraiment retravaillé. Bon, bah, c'est sûr qu'à l'époque, on n'avait pas autant de produits de beauté et il y a des maladies de peau. Et donc là, on voit bien qu'il a quelque chose. C'est peut-être un peu moins réaliste que les autres, donc on voit qu'il s'améliore. Mais déjà, c'est incroyable. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme un dingue. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Cette photo, je l'ai vue, mais partout, vraiment, c'est devenu presque la photo référence de Beethoven devant les peintures. Et il y a ce côté peinture quand même qui est resté avec voilà, cette ombre portée. Voilà, tout est vraiment super bien travaillé. Là. Je trouve que vraiment la couleur, tout ça, l'étalonnage est magnifique. Enfin, tout est chouette. Mozart, alors pour le coup, j'imaginais pas qu'il avait cette tête vraiment. C'était le choc, hein. Finalement, on imagine toujours, waouh, un gros compositeur doit être beau. Et au final, c'est pas qu'il est moche, mais il a vraiment une tête assez. Des yeux vraiment exorbités et tout ça. Donc c'est vraiment. C'était étonnant en fait de voir ce qu'il pouvait en faire. Après, vous voyez, on a vraiment plein de peintures où il montre les différents visages. Donc, est-il vrai quand il fait ça ou pas? Donc j'aimerais bien savoir en fait exactement son mode opératoire. En tout cas, il décrit. J'ai pas regardé ça, j'ai l'impression qu'il y a des petites infos en plus. Euh, Non, voilà, ça doit être, c'est ce qu'il a pu récolter en fait comme information. Donc il a quand même fait un travail de veille assez conséquent. Et voilà, Franz Liszt, pareil, magnifique. On a vraiment l'impression que cette personne est en train de réfléchir. Il y a peut-être un petit truc au niveau de l'œil qui me bug un petit peu là, à cet endroit-là. Mais bon, c'est pas évident, c'est vraiment les surfaces en SSS qui réagissent très fort au soleil. Ouais, c'est peut-être au niveau de l'œil où je me dirais il y a peut-être une petite retouche à faire. Mais là, je chipote parce que, waouh, quand même, le boulot, il est incroyable aussi. D'ailleurs, je trouve que c'est super malin comme stratégie parce qu'il n'est pas parti sur des choses évidentes comme refaire des stars du moment ou des stars décédées. Il est parti sur des vieux compositeurs, donc en plus, il y a un travail sur le vêtement, sur le look qui est quand même assez sympa. Et en plus de ça, il a eu tout un relais de la presse spécialisée musique classique, des radios. Donc vraiment, ça a pu donner un gros éclairage à son travail. En analysant ses travaux, je me dis en fait qu'il est complètement à l'envers de Jan Spriggs. Jan Spriggs, il va photographier ses proches, donc il va faire vraiment un travail ultra détaillé. Il va avoir le matériel il va pouvoir zoomer sur la peau de ses proches et pouvoir refaire quelque chose d'extrêmement précis. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on sait vraiment à quoi ressemble la mère de Jan Spriggs, à part sur la photo? On n'est pas sûr que la ressemblance soit totalement parfaite. Donc déjà, c'est le premier écueil, je pense, de Jan Spriggs. Et le deuxième, c'est que du coup, en se contentant de ses proches, il retire un petit peu de magie peut-être. Il y a moins de portée à son art, parce que du coup, on connaît pas les gens qui l'utilisent, qui refait. Tandis que Adi Karimi, je pense qu'il y a ce côté en fait de taper sur des compositeurs célèbres et sur la curiosité, et le côté waouh, c'est ça qui va faire aussi que votre image va faire le tour du monde. Et un autre truc que je trouvé super intéressant, c'est dans une interview, il a dit qu'il essayait de recréer en fait les personnages à l'âge qui parle au public. Donc, par exemple, imaginez Einstein, vous imaginez pas Einstein à cet âge-là, vous l'imaginez plutôt à cet âge-là. C'est vraiment par rapport aussi à des photos iconiques qui nous parlent. Et c'est ça toute la beauté de ces travaux, en fait, c'est de devoir recréer quelqu'un à l'époque qui nous parle, et éventuellement pour ça devoir reprendre ses plans initiaux. Parce que finalement il se rend compte qu'il a peut-être commencé une sculpture à un âge qui va pas parler au public. Et dans une interview pour Radio Classique, justement il parle de ce problème avec Tchaïkovski. Mon plan initial était de réaliser un portrait de Tchaïkovski dans la trentaine, comme la plupart des compositeurs sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent, mais j'ai pensé que 99% de ses fans le connaissaient avec des cheveux blancs et une barbe, alors voilà,
peut-être que j'en ferai un autre plus tard. Moi j'ai envie de lui donner un conseil. Allez, prends des risques mec. Tu t'en fiches en fait finalement que les gens ce soit une image fidèle. Alors d'accord, t'as déjà de belles images qui ont fait le tour du monde. À un moment donné, moi j'aimerais bien que tu nous claques un Napoléon complètement à la vingtaine ou quelque chose de vraiment de plus fou. Et justement, c'est ça l'intérêt aussi de la 3D et de tes connaissances anatomiques, c'est peut-être de pouvoir faire un reverse engineering, de commencer par la photo ou enfin le personnage tel qu'on le connaît, et ensuite de revenir en arrière et de se dire, bah voilà, je vais essayer de le faire plus jeune ou beaucoup plus vieux. Et ça peut être aussi intéressant ce décalage de faire vraiment un truc qui est pas attendu, où on n'a pas de peinture sur le personnage, et peut-être même aller dans quelque chose un peu de recréé. De toute façon, la 3D ça reste quelque chose de magique et aussi un petit peu aléatoire. Donc essayer de faire quelque chose qui est un peu plus surprenant. Bon courage. Hein. Allez, on passe au quatrième. Alors le quatrième artiste dont je vais vous parler, c'est Chris Costa. Donc c'est quelqu'un, c'est un tueur en fait, il est lead créature chez ILM. Donc le mec, il s'y connaît un petit peu en 3D je pense. Et un peu dans la veine d'Adi Karimi, il s'est attaqué aux célébrités et vous allez voir, c'est hyper bluffant. On passe à Chris Costa, donc il a fait notamment une image donc de Velasquez que je trouve mais magnifique. Et lui en fait il s'est intéressé vraiment à différents cas de figure. On sent en fait plus des gens avec des morphologies différentes, donc des couleurs de peau, vraiment des... Vous voyez, ça fait vraiment chef de tribu avec très marqué. Là pareil, on a vraiment des choses assez différentes. Ou quelqu'un, plutôt une princesse albinos, donc c'est hyper intéressant en fait tout ce qu'il a pu faire. Donc on peut voir notamment voilà, sur cette peinture, je trouve que quand j'ai vu cette photo, je me suis dit c'est incroyable, et vous voyez quand on va dans le zoom, il manque presque plus qu'une petite crotte d'œil hein, pour vraiment qu'on soit totalement crédible, mais même faut penser à mettre les poils dans le nez, ouais, non, le détail jusque... Vraiment, c'est vraiment super, même le tissu, tout ça, tout est vraiment top. Là, pareil, je crois que ça fait partie des boulots qui vont sur sa formation, donc comme Velasquez. On peut le voir travailler, donc voir comment il a fait. Je suis un peu moins fan de cela. Elle, je la trouve vraiment magnifique. C'est vraiment un super boulot sur les yeux, tout ça. C'est vraiment impressionnant. Celle-là, par exemple, ouais, c'est un peu une photo de quelqu'un qui est un peu picolé dans une soirée, qui est pas maquillé, et donc c'est très réaliste. Donc c'est vrai que ça, c'est le genre d'image, on pourrait vraiment se faire avoir. Après, en soi, je trouve que la mise en scène, enfin, c'est pas foufou. Enfin, on voit même un petit problème sur les dents, peut-être. Mais bon, ça reste quand même un boulot assez sympa. Là, pareil, vous voyez, c'est peut-être un peu plus daté que les autres, un peu moins moderne, notamment sur la composition. Bon, le résultat est là quand même. Et à côté de ça, il forme aussi à la 3D, donc vous pouvez aller sur son site qui s'appelle Fly on the Wall, je vais vous mettre ça dans la description, et vous retrouvez des anciens élèves, et oh, Sekfi Ibrahim est dans ses élèves, comme le monde est petit. Bon allez, le dernier pour la fin, et je vous ai pris un français, allez go. Comme cinquième artiste, je vais vous parler de Philippe Froch. Philippe Froch, c'est un forensic CGI artist comme il se prénomme, c'est-à-dire que c'est un artiste 3D qui va être capable de redonner vie aux morts et en partant même de fragments de crâne par exemple. Donc c'est vraiment hyper bluffant. Là il va partir du crâne d'Henri IV, il va éventuellement, du coup il va le scanner, et il va retravailler en fait le crâne pour redonner, par exemple s'il manque des bouts, ce genre de choses, il va être capable de le faire. Ensuite il va être capable de tout recréer, donc les muscles, les tissus, jusqu'à toute l'enveloppe, à partir aussi bien de connaissances anatomiques de base, vous avez aussi par exemple on va dire des fibres ou des muscles, on sait à peu près l'épaisseur, il y a des moyennes, donc il va travailler vraiment là-dessus, et à la fin il va recréer vraiment quelque chose de très qualitatif, et il est capable donc de donner par exemple sur Henri IV, en plus vraiment il donne vie au personnage, on a vraiment l'impression qu'il est pris en photo quoi, donc c'est vraiment hyper bluffant, et tout ça, c'est pas à partir d'une peinture, c'est vraiment à partir d'un crâne. Par contre, il m'expliquait que dans son déroulement, il va utiliser des peintures pour éventuellement savoir si vraiment exactement le nez est bien comme ça, voilà, des petites caractéristiques physiques qu'il va pouvoir récupérer en comparant différentes peintures. Mais il y a aussi tout un travail qui est vraiment sur la structure osseuse, est vraiment très scientifique. Et donc pour Philippe Froch, on commence par sa tuerie en fait, Henri IV. Donc il a refait vraiment le visage. Et ce qui est fou, c'est que vraiment Henri IV, ça parle à beaucoup de gens parce qu'on a tous plus ou moins en tête la tête qu'il a. Il a vraiment une tête assez particulière. Et là, on a vraiment une reproduction qui, en plus, faut le dire, elle a plus de 10 ans peut-être. C'était dans les années 2010.
que Philippe a fait cette 3D, et vous voyez, il part vraiment d'un scan, il va vraiment refaire les muscles, tout ça, donc c'est vraiment un travail incroyable. Et sur son site, en rayon portfolio, là, vous avez pas mal de travaux en fait que vous allez pouvoir voir, notamment sur voilà, des personnages assez anciens. Vous voyez, par exemple, ça c'est Mirabeau. Donc on part vraiment, il peut utiliser comme matériel, par exemple, les masques mortuaires. Donc vous savez, quand les gens mouraient à cette époque-là, souvent ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient prendre une empreinte du visage du défunt en souvenir. Alors je sais pas exactement ce qu'ils en faisaient après, ça par contre, il faudrait que je redemande à Philippe. Mais en tout cas, on avait cette possibilité-là déjà d'avoir un indice sur à quoi ressemblait la personne. Après, c'est vraiment un instant T vers la fin de sa vie. Et ça permet ensuite de reconstituer, vous voyez, le visage de Mirabeau, par exemple. On a aussi cette histoire aussi qui était assez incroyable de Thomas Craven, donc c'est un londonien, je crois, du XVIIIe siècle, il me semble. Donc une personne, je crois, qui était poète. Il faudrait que je revérifie. Pareil, en fait, à partir d'un crâne, Philippe a été capable de recréer. Donc vous voyez, il y a des petits marqueurs, donc c'est vraiment l'épaisseur des tissus en moyenne. On sait à peu près voilà, où la bouche va s'arrêter, tout ça. Et en fait, à partir de là, il a refait le visage. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ensuite, les descendants ont dit, ah oui, il nous ressemble. Entre guillemets, il y a vraiment une ressemblance avec les peintures. Et il y avait les héritiers qui se sont dit, oui, oui, il a vraiment ressemblé à ça, ce jeune homme. On a Agnès Sorel aussi, donc à partir d'un scan, pareil. Donc il a refait son visage. En plus, elle a vraiment un regard très expressif. Celui-là que j'aime beaucoup, Robespierre. Il a refait Robespierre avec tous les problèmes de peau aussi qu'il y avait. Je crois que c'est la petite variole, il me semble. Voilà, il y avait à l'époque assez compliqué, il y avait souvent pas mal de maladies de peau. Et le dernier en date, c'est Bolivar, pareil, qui est un héros d'Amérique du Sud. Il a libéré beaucoup de colonies d'Amérique du Sud, donc c'est un peu le Napoléon là-bas. Voilà, donc c'est le genre de sujet un peu touchy sur lequel voilà, faut faire attention. En tout cas, il l'a fait, il l'a exécuté, et il a fait un super beau travail. Et il y a des choses bluffantes, parce que j'ai suivi une de ses formations, et notamment il explique que, alors j'ai pris un crâne par exemple, c'est que vous voyez, vous avez vraiment la cavité nasale, et à la base on n'est pas forcément sûr de la longueur du nez en fait, qu'on va recréer un nez. Et en fait, c'est le FBI qui a carrément créé un algorithme qui vous permet vraiment de calculer exactement la longueur du nez où ça s'arrête. Et donc il y a vraiment des choses assez bluffantes à savoir. L'autre fun fact, en plus, c'est qu'il donne des cours à des enquêteurs du FBI. Donc par exemple, il y a des enquêteurs aux États-Unis travaillent sur les cold cases, donc vous savez les affaires qui sont non résolues, et du coup qui justement ont cette matière de récupérer des crânes, des scans, et d'arriver en fait, tout le but du jeu c'est de recréer en fait aussi la personne et de voir à quoi ressemblait cette personne, et peut-être comparer ça en fait avec les personnes disparues. Comme a dit Karimis, ses travaux ont fait le tour du monde, comme je vous le disais, vraiment notamment sur Henri IV et sur d'autres comme Robespierre, et du coup avec ça il a eu quelques polémiques. Et en effet, lors de nos échanges, j'ai appris qu'il y avait certains de ses travaux où il avait redonné vie à des personnes, notamment à l'étranger, ou en France d'ailleurs aussi, où ça avait vraiment recréé des polémiques, parce que recréer une personne morte et redonner vie à quelqu'un dont on n'a que des peintures, c'est aussi un acte fort quelque part, c'est vraiment, vous allez redonner la chair à quelqu'un, et éventuellement vous allez réveiller des vieilles blessures chez beaucoup de gens. Et ça va dicter ma conclusion. Car quand on y réfléchit, redonner vie à une personne défunte, ça engage aussi une responsabilité. Et c'est pour ça que je les ai appelés les dieux de la 3D dans cette vidéo, bah c'est des dieux de la technique, mais aussi ils ont ce pouvoir de redonner vie à quiconque. Et comme disait l'oncle de Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je sais que dans le cas de Philippe Freuch, les choix sont légitimés par une rigueur scientifique absolue. Mais pour moi, le débat sur la moralité de rendre la vie à un mort reste entière, voire même pour quelqu'un de vivant d'ailleurs. Il n'y a qu'un pas entre l'hommage, la prouesse technique, et l'utilisation frauduleuse qui serait faite d'une fausse identité digitale, comme on peut le voir notamment avec le courant du deepfake. Mais pas un fait nouveau, l'image a toujours été sujette à l'instrumentalisation de tout temps et par toutes les cultures. On sait bien que les peintres à l'époque ne peignaient pas fidèlement leurs commanditaires, mais tendaient à les embellir. L'image peut être politique et montrer la grandeur d'un individu, que par exemple on l'a toujours ce cas de figure avec les présidents qui sont en photo dans toutes nos mairies, ou ça pouvait aussi soigner l'ego de la personne en la rendant plus séduisante. Et oui, c'était Photoshop à l'époque. À l'heure où l'on déboulonne les statues et où paradoxalement on fait ressusciter les morts, comme on a pu le voir avec l'émission d'Ardisson où il a fait revivre Dalida, il faut autant saluer le travail de ces précurseurs qui foulent de nouvelles contrées que d'être vigilant de l'usage qui sera fait de leur œuvre. Et pour finir, si l'anatomie est un sujet qui vous intéresse, j'avais fait une vidéo par le passé qui parle notamment de l'anatomie, du rapport avec ZBrush et des notions essentielles à connaître. Vous la retrouverez ici. Je vous dis à très vite.